Katmandou, Manille, Jakarta, Casablanca, Paris. Dans des rues séparées par des milliers de kilomètres, un même symbole apparaît. Il flotte au-dessus des foules, peint à la main ou cousu sur des banderoles improvisées. Il est brandi par des jeunes manifestants, une tête de mort coiffée d'un chapeau de paille, un pavillon pirate, un symbole issu du plus célèbre manga du monde, One Piece. À première vue, ce drapeau pourrait passer pour une simple référence pop, un clin d'œil générationnel. Mais lorsqu'un même emblème surgit simultanément dans des contextes politiques, culturels et religieux radicalement différents, il cesse d'être anecdotique. Il devient un langage, un signe partagé, un marqueur idéologique. La fiction quitte alors l'écran pour entrer dans la rue. Ceux qui brandissent ce drapeau appartiennent majoritairement à une même génération, la génération Z. Née entre 1997 et 2012, ces jeunes adultes sont les premiers à avoir grandi dans un monde entièrement numérisé, rythmé par les crises globales, l'instabilité économique et l'effondrement progressif des promesses faites aux générations précédentes. Leur politisation s'accélère brutalement après la pandémie, dans un contexte où les manifestations impliquant directement la jeunesse augmentent de manière spectaculaire à l'échelle mondiale. De l'Asie à l'Afrique, de l'Amérique latine à l'Europe, ces mobilisations partagent des griefs communs. La dénonciation de la corruption et du népotisme, une rancœur envers les élites perçues comme déconnectées, prédatrices et protégées par des institutions verrouillées. Dans de nombreux pays, le chômage des jeunes atteint ou dépasse les 20%, tandis que l'accès à l'éducation, à la santé et à un avenir stable semble de plus en plus hors de portée. Pour beaucoup, le contrat social est rompu, et la génération Z devient une génération sacrifiée. Ces mouvements se distinguent par l'absence de leadership formel. Ils se méfient profondément des partis politiques, des syndicats et des structures traditionnelles de représentation. Leur action est horizontale, fragmentée, souvent spontanée. La jeunesse se mobilise grâce à ce qu'elle connaît le mieux, les outils numériques, Discord, TikTok, messagerie chiffrée. Le temps entre l'indignation en ligne et la manifestation dans la rue se compte désormais en heures, parfois en minutes. Dans ce contexte de colère diffuse et de défiance généralisée, One Piece fournit un cadre narratif étonnamment cohérent. Ce manga propose une lecture du monde où les institutions censées incarner la justice sont profondément corrompues, et où les véritables héros sont ceux qui vivent en marge de la loi pour défendre les peuples opprimés. Le Jolly Roger des pirates au chapeau de paille devient ainsi un symbole global de rébellion. Il ne renvoie pas seulement à un personnage de fiction, mais à une idée simple et puissante. Lorsque l'autorité est injuste, la désobéissance devient légitime. Ce drapeau est compris instantanément, sans traduction, sans discours théorique. Il transcende les frontières, les langues et les religions. Il dit que parfois les hors-la-loi peuvent être les seuls à se battre réellement pour le peuple. Mais pour réellement comprendre pourquoi le symbole de One Piece s'est imposé dans les manifestations de la génération Z, en particulier si vous n'êtes pas un fan du manga, il faut d'abord accepter un renversement fondamental. Dans l'imaginaire politique classique, le pirate est un criminel. Il incarne le désordre, la prédation, l'ennemi de la loi. Pourtant, dans le monde de One Piece, Eiichiro Oda opère une inversion radicale des rôles. Le pouvoir institutionnel, incarné par le gouvernement mondial et la marine, se présente comme le garant de la justice, de la paix et de l'ordre. Mais au fil du récit, cette façade se fissure. Derrière le discours de stabilité se cache un système fondé sur la corruption, le mensonge et l'effacement méthodique des voix dissidentes. L'autorité ne protège pas les peuples, elle protège ses propres intérêts. Face à ce pouvoir, Luffy n'est pas un révolutionnaire idéologue. Il n'a pas de programme politique, pas de manifeste, pas de projet de société structuré. Il ne cherche ni à réformer le système, ni à en prendre le contrôle. Son refus est plus simple, plus instinctif, mais aussi plus radical. Lorsqu'il voit une injustice, il intervient, sans autorisation, sans calcul, sans attendre de reconnaissance. C'est précisément cette posture qui résonne avec la génération Z. Beaucoup de jeunes manifestants ne croient plus aux promesses institutionnelles, ni aux réformes progressives portées par les élites politiques traditionnelles. Ils ont grandi dans un monde où les scandales s'enchaînent, où les responsables ne sont presque jamais tenus pour comptables, et où les mécanismes démocratiques semblent incapables de produire des changements réels. Dans ce contexte, Luffy n'apparaît pas comme un chef, il ne représente pas le pouvoir mais la dissidence. Pas l'utopie parfaite, mais le refus immédiat de l'inacceptable. Là où les gouvernements invoquent la loi pour justifier l'oppression, Luffy agit au nom d'une justice intuitive, profondément humaine, qui part du vécu des opprimés. Il ne parle pas à leur place, il se bat avec eux. Le drapeau des pirates au chapeau de paille est bien plus qu'un emblème fictif, il fonctionne comme un symbole transnational de désobéissance morale. Il affirme que la légitimité ne vient pas des institutions, mais de la capacité à protéger les plus vulnérables. Il dit que l'histoire officielle est souvent écrite par les vainqueurs, et que la vérité se trouve parfois du côté de ceux que le système qualifie de criminels. Ce symbole est d'autant plus puissant qu'il est immédiatement reconnaissable. Dans une manifestation, un drapeau One Piece dit instantanément « Nous rejetons l'ordre établi ». Nous refusons cette hiérarchie. Nous nous identifions à ceux qui défient l'autorité lorsqu'elle devient injuste.
Luffy incarne également une forme de courage particulier, celui de défendre des gens qui, souvent, ne sont même pas conscients de leur propre exploitation. Dans One Piece, de nombreux peuples ont intégré leur oppression comme une normalité. Ils ont appris à survivre plutôt qu'à résister. Luffy, lui, refuse cette résignation. Cette logique parle profondément à une génération Z confrontée à un monde saturé de discours fatalistes. On leur répète que les crises sont inévitables, que les inégalités sont structurelles, que le système est trop complexe pour être changé. Luffy, au contraire, agit comme si le changement était toujours possible. C'est pourquoi le pirate devient un héros politique contemporain. Non pas parce qu'il propose une alternative institutionnelle clé en main, mais parce qu'il incarne un refus clair, lisible et émotionnellement mobilisateur. Il rappelle que la liberté ne commence pas par la prise du pouvoir, mais par le rejet de ce qui l'opprime. En brandissant le Jolly Roger des chapeaux de paille, la jeunesse ne célèbre pas la piraterie. Elle revendique le droit de désobéir à un ordre qu'elle juge illégitime. Elle affirme que face à des systèmes verrouillés, la dissidence est parfois la seule chance de réparer la société. Mais One Piece n'est pas seulement un manga d'aventure, ni même un récit moral. Il fonctionne comme une véritable archive politique. Une œuvre qui observe le monde, enregistre ses tensions, ses mutations et ses contradictions, puis les transforme en fiction accessible, émotionnelle et profondément subversive. C'est l'argument central développé par Thitiphong Mahathasin de l'université de Chulalongkorn en Thaïlande. Selon cette analyse, One Piece n'a jamais cessé de dialoguer avec l'histoire politique contemporaine et accompagne presque en temps réel les grandes transformations politiques mondiales depuis la fin de la guerre froide. Non pas en la reproduisant fidèlement, mais en la reconfigurant, en la déplaçant et surtout en la rendant lisible du point de vue de celles et ceux qui subissent l'ordre du monde plutôt que de le diriger. L'œuvre ne raconte pas l'histoire telle qu'elle est écrite par les vainqueurs, mais telle qu'elle est vécue par les dominés. Pour comprendre ce rôle politique singulier, la thèse propose de lire One Piece comme un miroir critique de notre histoire récente, articulée autour de 3 grandes périodes. L'optimisme ambigu de l'après-guerre froide, l'ère de la peur et de la sécurité après le 11 septembre 2001, puis la décennie 2010, marquée par les vagues de protestations mondiales et les luttes collectives. À la fin des années 90, le contexte mondial est dominé par une idée devenue célèbre, celle de la fin de l'histoire, théorisée par Francis Fukuyama. Selon cette thèse, le capitalisme libéral et la démocratie représentative constitueraient l'horizon indépassable de toute société humaine. L'effondrement de l'URSS, la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide nourrissent un optimisme presque naïf, où l'ordre mondial apparaît comme stabilisé, définitif, naturel. One Piece insiste sur une idée simple mais subversive. Le changement reste toujours possible. Et cette idée traverse toute l'œuvre. Alors attention, ça va spoiler. Dans sa première grande phase, à la fin des années 90 et au début des années 2000, l'ordre mondial du manga, incarné par le gouvernement mondial et la marine, ressemble en apparence à une utopie libérale, une alliance de plus de 170 nations promettant paix et stabilité. Mais en grattant la surface, l'illusion se fissure rapidement et One Piece interroge frontalement le pouvoir. L'arc Alabasta en est un exemple central. Le royaume est plongé dans une guerre civile artificielle, alimentée par la désinformation, la manipulation des ressources vitales et l'ingérence extérieure. Crocodile, grand corsaire, agissant avec la tolérance du gouvernement mondial, orchestre la déstabilisation du pays par une organisation secrète, manipule les ressources vitales et attise les tensions internes pour s'emparer du pouvoir, sans jamais se salir les mains. Derrière cette fiction se dessine une critique claire des guerres par procuration et des stratégies d'ingérence qui ont marqué l'ère post-guerre froide. Dans l'arc Skypiea, la critique se déplace vers l'impérialisme et la domination idéologique. Enel, tyran autoproclamé dieu, impose sa loi par la terreur et justifie la dépossession d'un peuple autochtone au nom d'un ordre prétendument supérieur. Les Shandians, qui luttent pour récupérer leurs terres sacrées, incarnent les résistances indigènes bien réelles contre l'extractivisme, l'effacement culturel et l'exploitation des ressources. La violence n'est pas seulement militaire, elle est symbolique, religieuse et historique. Que cette analogie soit intentionnelle ou non importe peu, l'œuvre agit comme une éponge culturelle, absorbant les logiques de domination de son époque pour les transformer en récits. Après les attentats du 11 septembre, One Piece entre dans une nouvelle phase, et le ton s'assombrit radicalement. Le thème central devient la liberté, et surtout son érosion au nom de la sécurité. L'arc Enies Lobby en est l'expression la plus explicite. Cette île judiciaire représente un système où l'état d'exception est permanent, où les droits peuvent être suspendus, et où la justice sert avant tout à protéger l'état lui-même. Dans le manga, cette bascule se manifeste par la montée en puissance des services secrets du gouvernement mondial, notamment le Cypherport 9. Les agents incarnent une doctrine de justice absolue, où la torture, l'assassinat et l'effacement de populations entières sont justifiés au nom d'un bien supérieur. Nico Robin y est poursuivie non pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle sait, une connaissance interdite, sa capacité à lire les poneglyphes, et à révéler l'histoire effacée du monde. Son existence même devient une menace.
Ce passage fait écho aux figures contemporaines des lanceurs et lanceuses d'alerte, persécutés pour avoir révélé des vérités dérangeantes dans des régimes obsédés par la sécurité et le contrôle. Lorsque Luffy ordonne de brûler le drapeau du gouvernement mondial, l'acte dépasse la simple provocation. Il symbolise un rejet absolu de l'autorité lorsqu'elle devient oppressive. Hyper King, brûle-moi ce torchon. Avec plaisir. Firebird Star! L'arc Marineford pousse cette logique à son paroxysme. L'exécution publique de Port Cassidy Ace met en scène la violence spectaculaire de l'État et est utilisée comme un acte de dissuasion mondiale. Un spectacle destiné à rappeler la toute-puissance de l'État. Mais l'effet est inverse. La mort d'Ace, suivie de celle de Barbe Blanche et de sa déclaration affirmant l'existence du One Piece, transforme cette démonstration de force en catalyseur de révolte. À partir des années 2010, alors que le monde réel entre dans une décennie de protestations massives, l'œuvre se recentre alors sur la question de la justice et de la résistance collective. L'arc Dressrosa met en scène un régime autoritaire, maintenu par la peur, la manipulation et l'enfermement de la population, symbolisé par la birdcage de Dom Flamingo, qui enferme littéralement la population, métaphore d'un pouvoir qui contrôle l'espace, le temps et les corps. La justice dans cet arc n'est pas imposée d'en haut, elle émerge d'une coalition hétérogène, citoyens ordinaires, marginaux, anciens ennemis. Le geste de l'amiral Fujitora, s'agenouillant devant le peuple pour reconnaître la faute de l'institution, cristallise toute l'ambiguïté de cette période. L'excuse est forte, mais la structure du pouvoir demeure intacte. One Piece pose alors une question centrale. Reconnaître l'injustice, suffit-il ou faut-il transformer radicalement les institutions ? L'arc Wano prolonge cette réflexion en y ajoutant une dimension environnementale. La tyrannie de Kaido ne se limite pas à une oppression politique. Elle détruit les terres, empoisonne l'eau et sacrifie la population au profit de l'économie de guerre. Cette fiction entre en résonance directe avec les luttes contemporaines contre l'extractivisme et la destruction écologique. La résistance y est horizontale, fragmentée, portée par une alliance improbable qui rappelle les mouvements de jeunesse actuels, spontanés, puissants, mais confrontés à la difficulté de durer pour s'organiser. À travers tous ces arcs, One Piece ne propose pas de solution clé en main. Il montre au contraire la complexité des luttes, leurs coûts humains, leurs ambiguïtés, leur récupération possible. Mais il offre quelque chose de plus rare, un langage, un répertoire de symboles et de récits pour penser la domination, la résistance et la liberté. C'est cette capacité à transformer l'histoire mondiale en récits sensibles qui fait de One Piece une archive politique vivante et un catalyseur politique pour la génération Z. L'œuvre ne dicte pas quoi penser. Elle rappelle simplement que l'ordre du monde peut être contesté et que l'imagination reste l'un des premiers terrains de la révolte. En septembre 2025, au Népal, une décision gouvernementale agit comme un détonateur. L'interdiction brutale des réseaux sociaux, perçue comme une tentative de contrôle et de censure, déclenche une révolte massive de la génération Z. En quelques heures, la contestation quitte les écrans pour envahir les rues de Katmandou. C'est dans ce contexte de tension extrême qu'un symbole inattendu apparaît au cœur du soulèvement. Le drapeau des pirates au chapeau de paille flotte au-dessus des foules, brandi par des jeunes manifestants alors que la colère contre le pouvoir atteint son paroxysme. Un incendie ravage Singha Durbar, bâtiment administratif du gouvernement népalais. Le pays bascule dans une séquence historique. L'apparition de ce drapeau n'est pas un hasard. Il avait déjà été aperçu lors de manifestations en Indonésie et aux Philippines. Au Népal, il devient un marqueur immédiat de ralliement, compréhensible sans slogan ni traduction. Pour les manifestants, le pavillon pirate est à la fois une bulle de poésie et un cri de guerre. Il condense en une image simple des revendications complexes, la fin de la corruption, l'exigence de réforme et la demande d'une autorité responsable. À Katmandou, le symbole cesse définitivement d'être un élément de fiction. Il devient un étendard de revendications et d'espoir réel, inscrit dans une lutte politique concrète. Au-delà du Népal, le langage de One Piece s'impose comme un cadre d'interprétation du réel pour des manifestants issus de contextes très différents. Au Maroc, à Madagascar et dans d'autres pays, la génération Z utilise l'allégorie du manga pour exprimer une colère ciblée, celle des priorités politiques imposées par les élites. Au Maroc, de nombreux jeunes interrogent un paradoxe devenu insupportable. Comment un État peut-il investir massivement dans des infrastructures prestigieuses, comme des stades pour la Coupe du Monde, tout en échouant à garantir des emplois, une éducation accessible et des services de base ? À Madagascar, la contestation se concentre sur l'incapacité du gouvernement à assurer des besoins fondamentaux tels que l'accès à l'eau ou à l'électricité, malgré les ressources existantes. Dans ces récits, One Piece sert de miroir. Les manifestants y reconnaissent leur propre situation. Une classe dirigeante perçue comme corrompue, népotiste, coupée du quotidien de la population. L'œuvre montre parfaitement la situation qu'on vit actuellement, expliquent certains. En particulier, l'écart croissant entre les riches et les pauvres.
Pour beaucoup de jeunes manifestants, descendre dans la rue, c'est se battre non seulement pour soi, mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou la conscience de le faire. Mais le phénomène ne se limite pas aux manifestations de rue. One Piece franchit une nouvelle étape lorsqu'il pénètre dans le langage de la politique institutionnelle. En Thaïlande, le manga devient un outil rhétorique explicite dans le débat parlementaire. Le député progressiste Rangsiman Rom utilise publiquement une référence directe à One Piece lors d'un discours politique majeur, citant Shanks, l'un des personnages les plus respectés de l'œuvre. Il interpelle ses adversaires conservateurs par une phrase devenue emblématique. « As-tu si peur de la nouvelle ère ?» Cette citation n'est pas anecdotique. Elle permet de reformuler l'impasse politique thaïlandaise comme un conflit générationnel et idéologique. D'un côté, des structures de pouvoir conservatrices, arc-boutées sur l'ordre ancien. De l'autre, une jeunesse qui exige les réformes démocratiques et une redistribution réelle du pouvoir. En mobilisant une référence manga largement reconnue par la population, le député parvient à élever le discours politique. Il capte l'attention du public, parle un langage compris par la jeunesse, et inscrit le débat institutionnel dans une narration plus large, déjà familière à toute une génération. One Piece devient ainsi un vocabulaire politique partagé, capable de relier la rue et le Parlement. One Piece n'est plus seulement une œuvre de fiction, il est devenu un outil d'expression politique, un langage commun, et parfois même un levier institutionnel. Qu'il flotte au-dessus d'une manifestation à Katmandou, qu'il structure des revendications de jeunes au Maroc ou à Madagascar, ou qu'il soit cité dans un hémicycle en Thaïlande, le symbole témoigne d'un basculement profond. La fiction ne se contente plus de refléter le monde, elle participe désormais à sa transformation. Si One Piece a pu devenir un symbole politique mondial, ce n'est pas par accident. Depuis sa création, One Piece porte un message discret mais constant. Le monde tel qu'il est n'est ni naturel ni définitif. Lorsque les lecteurs encouragent Monkey D. Luffy face à une autorité injuste, ils répètent symboliquement la résistance. Lorsque leur colère se dirige vers les dragons célestes, figure ultime de l'arrogance et de l'impunité, ils apprennent à nommer l'injustice. Le manga devient alors une archive vivante, portée intérieurement par celles et ceux qui la lisent, et mobilisable bien au-delà de la fiction. Cette capacité à animer le débat théorique fait de One Piece un texte politique mondial. Il n'impose pas de dogme, mais il élargit les frontières de l'imaginable. Il montre que les luttes contre l'oppression ne sont pas propres à une culture, à une nation ou à une époque, mais relèvent d'une expérience humaine partagée. Au cœur de cette archive politique se trouve une idée centrale, la liberté. Mais pas n'importe laquelle. La liberté selon One Piece ne se confond ni avec le pouvoir, ni avec la richesse, ni avec la domination. Lorsque Luffy affirme vouloir devenir roi des pirates, ce n'est pas pour régner sur les autres, c'est parce qu'il croit que le roi des pirates est la personne qui possède le plus de liberté au monde. Cette liberté est tout d'abord inconditionnelle. Luffy se bat pour protéger la liberté des autres, tout en refusant systématiquement de gouverner qui que ce soit. Il ne cherche jamais à imposer sa vision, ni à établir un nouvel ordre hiérarchique. Son refus du pouvoir est aussi important que son refus de l'oppression. C'est également une liberté émancipatrice. Elle n'est pas un privilège individuel réservé à quelques-uns, mais un droit universel, indissociable du rejet de la tyrannie et de la quête de justice. Elle s'inscrit dans des luttes collectives, dans le souci du bien commun. Elle s'oppose frontalement à la conception néolibérale de la liberté, réduite à la simple capacité de choisir à l'intérieur d'un système profondément inégalitaire. Et enfin, cette liberté est contestataire. Elle s'exprime par des actes de rupture symbolique, comme lorsque Luffy ordonne de brûler le drapeau du gouvernement mondial. Le Jolly Roger des pirates au chapeau de paille devient alors un étendard de revendication. Il rappelle que la passion pour la liberté ne peut être totalement supprimée, même par les États les plus sécuritaires. Il affirme que tant que l'imaginaire reste vivant, l'oppression ne peut jamais se prétendre éternelle. À travers One Piece, la fiction cesse d'être une échappatoire. Elle devient une ressource politique. Sans discours théorique explicite, le manga refuse la résignation. Bien avant la résurgence des grandes vagues de contestation mondiale des années 2010, One Piece agissait déjà comme un contre-récit prophétique. Il murmure que quelque chose ne va pas dans le monde, il rappelle que la paix proclamée masque souvent une domination silencieuse, et que la stabilité affichée peut dissimuler une souffrance massive. En ce sens, l'œuvre n'anticipe pas les révoltes, elle les rend pensables. Ce que le manga transmet avant tout, c'est la persistance du changement. Même face à des empires présentés comme invincibles, même lorsque les institutions semblent verrouillées, l'histoire n'est jamais close. À travers ces personnages, One Piece invite ses lecteurs à répéter la résistance, à refuser l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative. Il ouvre des horizons politiques au-delà de la clôture néolibérale, là où l'imagination est souvent présentée comme naïve ou dangereuse. C'est dans ce contexte que le symbole pirate prend tout son sens. Le drapeau au chapeau de paille a quitté l'univers de la fiction pour devenir un étendard de revendications réelles. De l'Asie du Sud-Est à l'Afrique, de l'Amérique latine aux mobilisations pro-palestiniennes, il apparaît comme un symbole mondial de liberté, de résistance à la tyrannie et de solidarité.
Son pouvoir réside dans sa capacité à universaliser les luttes. En s'adossant à un récit de fiction profondément émotionnel, le symbole amplifie les revendications politiques. Il génère de l'empathie, crée des ponts entre des expériences pourtant éloignées, et permet à des individus de se reconnaître dans un combat commun. Il transcende les frontières linguistiques, culturelles et nationales pour exprimer une aspiration partagée à la dignité. À travers ce drapeau, les manifestants n'adoptent pas seulement une image, ils s'alignent intentionnellement avec une histoire de résistance à l'oppression. Ils affirment que les luttes de Luffy et de son équipage contre l'arbitraire, l'impunité et l'injustice sont aussi les leurs. Le symbole devient alors un langage politique mondial, immédiatement compréhensible, là où les discours institutionnels échouent souvent à rassembler. L'héritage idéologique de One Piece ne réside pas dans une solution politique clé en main, ni dans une promesse de victoire. Il réside dans la transmission. Il rappelle que les luttes contre l'oppression ne sont ni nouvelles, ni isolées, ni propres à une génération. Elles traversent les époques, les cultures et les continents. Elles construisent une expérience humaine récurrente, profondément inscrite dans l'histoire. Le trésor promis par l'œuvre n'est peut-être pas matériel. Ce trésor est un héritage symbolique. L'idée que la liberté reste désirable même lorsqu'elle semble inaccessible, que la dignité n'est pas négociable, même lorsqu'elle est piétinée, et que l'injustice peut être nommée, même lorsqu'elle est normalisée. One Piece ne dit pas comment gouverner. One Piece ne fournit pas de programme politique. Il offre quelque chose de plus fondamental. La conviction qu'un autre monde est possible. À l'image de ce drapeau pirate flottant dans le ciel des manifestations, l'œuvre rappelle que l'imagination est une force politique à part entière, un étendard de revendication, et peut-être, surtout, un étendard d'espoir.